crois que tu as un petit questionnement pour nous, quelque chose, il me semble. Alors, plus qu'un questionnement, quand je sais pas trop quoi faire, c'est la deuxième fois que je viens, donc je suis pas encore un habitué de la maison, j'ai pas encore de thématique, voilà. Je regarde soit dans le passé, soit dans le futur, donc soit histoire, soit SF. J'aime bien partir là-dedans. Et il s'avère que on est le jour d'enregistrer ce documentaire, ce podcast. Nous sommes le 8 janvier 2024 et il y a un individu qui est assez important dans l'imaginaire collectif européen et qui a eu un vrai impact sur son monde, qui est mort à cette date, il y a de ça 700 ans. Est-ce que vous avez une petite idée de qui c'est? Alors il y en a peut-être qui savent dans le lot, Moi, je tu crois me que l'as je l'ai dit, déjà donc. dit. Oui, voilà, tu nous l'as dit. Enfin, je me rappelle. Mais du coup, je me rappelle plus Là. qui, mais tu l'as dit. 1300. 1300 1324, du coup. Ouais. 324. Un français? C'est pas un français, Un anglais? pas un anglais. Jamais. Germain. Ça va être compliqué là. C'est pas un germain, Un espagnol, même si c'est pareil. pas un Que la espagnol, France. l'Espagne n'existe pas encore. Oui. L'Amérique non plus. Oh, c'est un Si, mais italien. C'est un Italien, Ah! effectivement. Un Italien qui est mort il y a 700 ans. Est-ce qu'il peint des trucs? Est-ce qu'il Il est ne florentin? peint pas. Il n'est pas florentin. Ah. Est-ce qu'il invente des trucs? En tout cas, il n'invente pas au sens de faire des inventions. Et il invente en tant que raconter des bobards, pas tant que ça. Oh. Est-ce qu'il pense? Il pense, mais il est surtout très observateur. Les Italiens, ils aiment bien penser. Ce n'est pas un philosophe. Un naturaliste? C'est pas un naturaliste. C'est plus un homme d'action. Ah, c'est Plutôt un gars de l'armée. C'est pas un militaire. Un militaire. C'est un politicien? Il a fait de la politique, mais la plus grosse partie de sa politique, il l'a pas fait en Italie. En fait, pour être exact et pour avancer peut-être un petit peu dans ok. les... Il Oui, ne l'a pas non. fait en Europe. C'est dans sa carrière politique. Marco Polo. Marco Polo. Ah. Si. Ah. Et oui. Il y a 700 ans, décédé dans la belle ville de Venise, l'un des aventuriers les plus connus, je pense, en Europe, pour la période médiévale, et l'un des rares qui n'est pas affublé en règle générale de l'image de bouillasse permanente qu'on pose sur le Moyen-Âge, cette image de crasse, de boue, et qui au contraire a plutôt cette image de grand aventurier qui va vers les richesses de l'Orient. Et donc comme ça fait 700 ans, puisqu'il est censé être mort, alors on ne sait pas trop si c'est le 8 ou le 9 apparemment, janvier, mais il est censé être mort, donc il y a 700 ans, jour pour jour. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur ce qu'il a fait rapidement, pourquoi il est aussi célèbre, et puis peut-être discuter un peu de ce genre de voyage. Alors je précise, je suis pas du tout spécialiste du sujet. J'ai fait de la lecture sur internet sur un sujet qui m'intéresse, voilà. Donc vous prenez le pot de sel comme ça et vous distribuez sur ce que je raconte, parce que ça n'est pas basé sur... Enfin, pas basé sur des sources, si, c'est basé sur quand même une bonne source, mais encore faut-il pouvoir la lire, puisque pour ceux que ça intéresse, sachez que le livre qui a rendu Marco Polo célèbre, Devisement du monde, est disponible sur internet. Il y en a 2 voire 3 exemplaires de la BNF qui sont directement accessibles depuis la page Wikipédia, donc vous pouvez aller lire les originaux de Marco Polo, si ça vous intéresse, et si vous savez lire l'ancien français, accessoirement. Et puis l'ancien français écrit à la plume du XIIIe siècle. On adore. Non, c'est trop facile. Ouais, sinon il n'y a pas de difficulté. Donc Marco Polo est né en 1254 à Venise. Il n'apparaît pas dans n'importe quelle famille, puisque son père et son oncle sont déjà des aventuriers explorateurs, on pourrait dire. Officiellement, ils sont des marchands. En réalité, vous allez vous rendre compte si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la famille, ils sont plus que ça. Et le commerce n'est pas vraiment leur première source de revenus, semble-t-il. Et donc, quand son père et son oncle vont partir pour l'Asie, profitant sans doute en bonne partie du fait que l'Empire mongol a créé sur quasiment toute l'Asie la Pax Mongolica et a en bonne partie sécurisé certaines routes commerciales, ils vont ouvrir un peu un monde qui s'était détaché de l'Occident à la fin de l'Empire romain et auquel il y a eu assez peu de liens. Alors j'ai regardé un peu rapidement pour voir
d'où partaient quand même tous ces voyages, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, Marco Polo c'est le plus connu, on en parle aujourd'hui parce que c'est son jour de décès, c'est son anniversaire de décès, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres explorateurs, y compris français, qui sont partis jusqu'en Chine pour explorer, pour tenter de convertir aussi, pour s'implanter. Plusieurs missions lancées par le pape pour poser des évêques et des archevêques en Chine. Et tout ça profitant sans doute beaucoup, en tout cas au XIIIe siècle, de l'existence donc de cet empire mongol qui va, dans son extension maximale, de la Corée jusqu'aux frontières de la Pologne, ce qui est pas mal quand même, c'est petit exploit en termes de taille, surtout pour l'époque. Et donc, ce père et cet oncle de Marco Polo font partie de ces grands voyageurs, et ils vont revenir en Europe, alors semble-t-il plus ou moins à la demande de la cour mongole, qui cherche à obtenir des savants et des représentants, entre guillemets, de l'Occident, puisque les Mongols sont, contrairement à l'image de barbares qui est parfois popularisée, sont de très friands intellectuels. Ils ont une appétence claire pour les savoirs. Ça ne veut pas dire qu'ils massacrent pas des villes entières et que le fait de leur résister ne vous emmènera pas tous sur le pal. Ça, on a suffisamment de villes qui ont montré que c'était pas des gentils libérateurs. Mais ils ont quand même cette volonté de comprendre le monde dans lequel ils sont, leurs voisins, alors parfois avant de les conquérir, ce qui est une stratégie quand même assez gagnante, et ensuite pour les dominer, pour les diriger. Marco Polo, du coup, en fait, il profite de cette occasion, du fait que son père et son oncle soient rentrés au pays, pour les accompagner dans leur deuxième voyage à destination de l'Orient, et il va vivre une aventure qui va durer 24 ans. Il part, il a 17 ans, donc je vous laisse imaginer, vous, à 17 ans, on vous dit, demain, on part de l'autre côté de la planète, on en a pour à peu près 3 ans de voyage, on va espérer pas mourir en chemin, parce qu'il y a des bandits absolument partout, tout ça dans le peut-être maigre espoir de faire fortune à l'étranger. Let's go. Ça, c'est le vrai rêve. Ah, moi, je Donc- signe à n'importe quel moment. Même là, On est Même là tout de suite. Surtout là tout de suite. Ouais, j'allais dire surtout maintenant. on est quand même dans un périple, dans un exploit qui de base sort complètement de l'ordinaire. Même si l'idée que certains se font que les gens du Moyen-Âge ne voyagent pas, restent chez eux, bref, regardent leurs voisins avec animosité. Non, les gens bougent, le commerce, même international, il est florissant. Depuis la Grèce antique, depuis en fait les Ptolémées, il y a du commerce entre l'Égypte et l'Inde par bateau. Donc il y a déjà de grandes lignes commerciales, déjà des contacts. Mais la Chine, pour le coup, elle est assez isolée par rapport à toute cette effervescence commerciale, tout ce commerce. Il y a une séparation, et en fait une séparation purement physique. L'Asie centrale est un des territoires les moins hospitaliers sur la planète. Et entre la grande puissance qu'il y a eu en Occident, qui était l'Empire romain, et la grande puissance des Han, grande puissance chinoise de la même période, eh bien il y a toujours eu un autre empire au milieu, l'Empire Parthe à l'époque, qui ensuite va se décliner en d'autres empires successifs, mais qui regroupe plus ou moins la même région géographique, dont le centre, parfois culturel, parfois politique, est en Iran aujourd'hui, qui bloque un peu cette connexion directe entre les deux mondes, notamment parce qu'ils en profitent commercialement. Si vous êtes l'intermédiaire, vous essayez de faire en sorte que les deux parties ne se rencontrent pas directement, sinon vous ne servez plus à rien. Et d'ailleurs, il me semble que un truc que j'avais vu, il y a une bataille qui inclut les Chinois du côté de l'Iran. Un truc complètement invraisemblable quoi, entre deux C'est peuples. pas les Parthes, c'est un peu plus comment tard. c'est. C'est lors de la grande expansion musulmane. C'est là où Il y a une armée islamique et une armée chinoise qui vont se rencontrer et se battre. Bon, apparemment, ça n'a pas donné... de tête, là je parle complètement de tête. Parce que je me rappelle, ça n'a pas donné de grandes répercussions parce qu'ils se battent en plein milieu de l'Asie centrale. Et c'est le deuxième truc auquel je voulais justement arriver. Pardon. Non, mais c'est qu'en plus d'avoir une entité politique au milieu qui fait tampon et qui essaye justement de garder la couverture sur soi, il y a le climat et la géographie physique.
les steppes d'Asie centrale, c'est une des régions les plus inhospitalières de la planète. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce sont de grandes steppes parfois désertiques, des étendues avec très peu de population quand il y a qui est souvent parfois semi-nomade et qui base une bonne partie de son économie sur le pillage. Quand vous êtes un marchand à dos d'âne, c'est compliqué. Ouais, c'est pas forcément très efficace. YOLO, ça Voilà. se fait. Bon, ça, c'est fait, visiblement, hein. Ah ça c'est fait, Voilà, ça se faisait, mais c'est clair. c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, hein, les polos ne s'y trompent pas non plus, hein, le voyage de retour ils le feront en bateau, pas à pattes. Mais donc comme vous êtes de toute façon pour aller en Chine obligé de contourner l'Himalaya, plus grande chaîne de montagnes de la planète, hein, comme tout le monde le sait, et que vous êtes obligé de passer par des endroits qui sont soit désertiques, soit où vous êtes harcelé ou contrôlé par d'autres autorités qui veulent pas forcément que vous passiez, ça explique aussi qu'on ait eu assez peu de contact finalement entre deux mondes qui pourtant auraient eu presque tout intérêt à se parler. Parce que les Romains, on le sait, ils ont une très grande appétence de la soie chinoise. Les mystères d'ailleurs et les préciosités, si on peut dire, d'Orient et de Chine vont par la suite énormément intéresser les Européens. Et inversement, les Chinois ont aussi un intérêt pour l'Europe. Il y a beaucoup d'ambassades quand même qui vont être tentées malgré les difficultés. Il y a aussi une question d'ailleurs sur ce départ des polos qui s'est posée en tout cas apparemment, c'est que le rôle de marchand des polos, il n'est pas bien clair parce qu'ils semblent pas partir avec une super caravane et énormément de bagages. Ils partent plutôt en petit comité avec 2 moines franciscains qui sont censés servir de diplomates mais qui feront demi-tour quasiment à mi-chemin parce qu'ils entendent parler d'une guerre qui les effraie. Et il y a pas mal de choses qui laissent penser que la famille Polo est plus une famille qui travaille dans ce qu'on pourrait appeler les services spéciaux que dans le commerce. C'est une couverture, le commerce, en fait. Ça explique peut-être aussi pourquoi on a des individus qui sont prêts à faire un trajet aussi démentiel pour l'époque. Bref, après toutes ces élucubrations, notre famille Polo va arriver en Chine à la cour de Kubilai Khan, 4e empereur mongol, le fondateur de la dynastie des Yuan en Chine, et à ce moment-là, peut-être l'homme le plus influent, le plus important de la planète, puisque comme j'ai dit, il contrôle un empire qui va s'étendre quasiment de la Pologne jusqu'à la Corée, qui fait la concurrence avec l'empire britannique pour le rôle d'empire le plus grand du monde. Eh bien, les Polos vont très bien s'intégrer dans cette cour. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la cour mongole est quand même très intéressée par les étrangers, notamment parce qu'ils peuvent leur rapporter. Et les Mongols ont créé un système de caste dans lequel si les Mongols sont en premier rang, eh ben les étrangers qui peuvent leur servir de second, de gouverneur, d'enquêteur, sont placés en 2e dans cette catégorie de caste quasiment. Et Marco Polo va devenir très rapidement l'un des enquêteurs officiels du Grand Khan. Une position qui est particulièrement importante et influente. Et en fait, il va vivre durant quasiment un peu moins de 20 ans, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 17 ans. J'ai un doute, faudra vérifier. Je crois que on est dans ce cadre-là, puisque son trajet dure... totalité du périple dure 24 ans. Il va voir et participer à l'histoire de cet empire mongol et notamment son histoire en Chine au plus près du pouvoir et va documenter notamment l'assassinat du premier ministre de Kubilai Khan. Apparemment, d'après une source chinoise, il fait même partie du tribunal chargé d'enquêter sur la cause de l'assassinat. Ah ouais. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans le pouvoir. Il va être nommé à un moment donné responsable en tout cas, alors le problème c'est que la terminologie entre terminologie chinoise, terminologie française, sur ce que ça représente aussi concrètement, mais il est censé être nommé baron dans une province. Okay. Pas dégueu, même si ça semble plus être le rôle d'un inspecteur général que celui d'un réel chef politique. Ouais. Ça en dit quand même long sur la confiance qu'on lui porte. Et en fait, il va explorer comme ça le monde mongol en Chine pendant toutes ces années. Et quand il reviendra un peu plus tard en Europe, il va écrire son aventure, et il va raconter tout ça. Et en fait, il s'avère que ces aventures, qu'il décrit, qui paraissent quasiment merveilleuses, parce que
pourrait se dire qu'à ce stade-là d'aventure, ça tient presque de l'élucubration. Ouais. Enfin, je sais pas ce que comment vous le voyez, mais bon, ça pourrait être un Si, truc si, ouais. de fantasy, quoi, en fait, presque. Ouais, si demain il y a un type qui débarque et qui vous dit que il a été inspecteur général du Parti communiste chinois et que Oui. il a été au Xinjiang, qu'il a été en Yunnan, qu'il a été machin, qu'il a été ceci, qu'il a participé à la mort l'enquête de l'assassinat du premier ministre chinois. Bon, vous allez le regarder, vous allez dire oui, bon, certes, mais mytho. voilà, mytho. Donc bon, je vous laisse imaginer au XIIIe siècle. Et ben le pire, c'est que plusieurs personnes qui justement doutaient de la véracité des écrits de Marco Polo se sont penchées sur la question. Et ben il semblerait que Marco Polo nous ait laissé une source qui soit en fait assez fidèle à la réalité et qu'il ait assez peu exagéré ses propres accomplissements. Déjà parce qu'il en parle très peu dans son livre, il parle assez peu de lui-même, il parle beaucoup plus du camp, il se met assez peu en avant. Ce qui renforce aussi un peu, pour moi en tout cas, l'impression d'agent secret, on va dire. Il parle plus des événements en eux-mêmes que ce que lui fait dans ces événements-là. Ouais. Ce qui est toujours un peu, moi je trouve toujours ça un petit peu suspicieux, on va dire. Et en fait, il va raconter tout ça de manière assez proche et plusieurs personnes, notamment au 19e siècle, vont refaire le trajet Marco Polo, ils vont refaire le même parcours et ils vont noter les mêmes choses que Marco Polo et même quasiment de manière parfois ethnographique. C'est apparemment assez impressionnant, que ce soit au niveau de ce qu'on trouve à acheter, à consommer sur place, que des espèces d'arbres qui poussent dans les régions qu'il a visitées, que ce soit sur les mœurs locales. Bref, apparemment, en termes de réalisme, on est très 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 loin de ce que beaucoup d'autres auteurs médiévaux ou antiques font en règle générale quand ils savent pas, c'est-à-dire de la broderie, souvent longueur tapisserie Bayeux. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose qui semble être très proche de la réalité. Il va donc faire cette espèce de gigantesque travail. Alors, je ne sais même pas comment le décrire, en fait, puisque c'est un cas qui est assez unique, pour moi, en tout cas, je trouve, dans l'histoire. Parce qu'on a une différence de culture à la base qui est quand même assez gigantesque, entre un Vénitien et un empereur mongol sinisé. Et pourtant, on a vraiment l'impression que, dans le récit, il y a alors pas, je dirais pas une complicité quand même, mais il y a une forme de confiance, il y a une forme d'investissement personnel qui est lourd de la part des Polos dans le monde politique mongol. Donc c'est assez impressionnant. Et tout ça du coup il va le raconter dans un livre quand il sera rentré à Venise en 1295. Dans un premier temps, il n'écrit pas son texte tout de suite, en fait c'est même pas lui qui va l'écrire, il va le dicter. Et si on a ce texte, c'est en fait parce que lorsque Venise et Gênes se déclarent la guerre un an plus tard, pendant 96, Marco Polo participe au conflit, fait armer une galère et est fait prisonnier. Et il va finir dans la même prison qu'un écrivain assez connu de l'époque, qui s'appelle Rusticello de Pise, qui était avant principalement connu pour avoir fait des compilations de livres de la table ronde. Et qui va s'intéresser très fortement à ce que lui dit Marco Polo. Il va en faire un premier récit en français. Okay. Alors ça, voilà, je sais pas si c'est le genre de choses que par exemple vous saviez, mais les 4 premiers ouvrages de Marco Polo sont en français. C'est pour ça notamment que nous on peut les lire en vieux français du coup à la BNF. Sur la BNF, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, en tout cas de ce que reprend le texte, et ce que j'avais déjà entendu notamment sur l'excellent reportage sur Ségurant, le chevalier au dragon, que vous pouvez aller voir sur Arte. Excellent reportage sur un chevalier mystérieux de la table ronde. Beaucoup de gens à l'époque écrivent en français, dans un français parfois approximatif, mais en français, et même de manière très large dans tout le monde européen. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'orthographe fixe dans les différentes régions. Et le français sert de langue basique que l'aristocratie de manière générale comprend. Ouais. Et du coup, c'est bien plus simple pour transmettre un texte de l'écrire dans cette langue-là. Ce livre de Marco Polo, en tout cas, personne ne s'y trompe, puisqu'il va rapidement être traduit dans des langues plus locales, en florentin, en vénitien et en milanais, je crois. Et très rapidement, ensuite, il va se répandre. À peine 50 ans après avoir été écrit, c'est un best-seller. Ah ouais. Ça fait partie des plus grands best-sellers avant l'invention de l'imprimerie. Okay. Donc aux côtés quand même des chevaliers de la table ronde ou de la légende dorée. Et c'est un livre qui va rester extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui. On pourrait ne serait-ce que citer la série Marco Polo qui a été réalisée il y a quelques années. Il y a 10 ans, je crois. C'est bien ça. Netflix. Ouais. Alors bon, je suis pas spécialiste du truc. Je pense qu'il y a
À Bistodénas, il y avait, je pense, des approximations dans le Ouais, toujours. dans Oui, l'histoire. J'ai vu la série, oui. J'ai vu la série. Alors Les Chinois C'est- se font rétamer d'une manière assez ridicule. Mais après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que le récit de Marco Polo, enfin une partie de ses récits viennent de sa propre personne, qui sont à des endroits incorrects ou enjolivés. Mais c'est la seule aussi source la plus proche qu'on peut avoir. Hein. Donc on est vraiment quand même sur un best-seller qui a duré quasiment 700 ans, hein. Ce qui est assez fort. C'est un record presque même. D'un autre côté, ce type d'aventure qui soit aussi marquante et dont l'auteur est survécu, finalement on n'en a pas tant que ça. J'ai beau réfléchir, je sais pas si ça vous vient à l'esprit comme ça, mais des personnages qui aient vécu quelque chose d'aussi légendaire. Oh, j'en ai un, moi. Ouais. Casanova. Oui, tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écouter la chronique de Raphaël sur Casanova, l'espion, violoniste, comédien et acteur. Bibliothécaire aussi. Bibliothécaire. C'est vrai que les noms, il y en a pas 20 milliards qui viennent en tête. De ce que apparemment certaines personnes du 18e ou 19e siècle imaginaient, Marco Polo c'était à l'égal des Alexandre le Grand qui avait quasiment découvert l'Inde. Marco Polo avait quasiment découvert la Chine, ce qu'en réalité pas du tout le cas. Mais il y a vraiment cette aura derrière le personnage qui tient quand même bien au fait. Je trouve que les exploits aussi qu'il a accomplis pour l'époque sont quand même assez délirants, je trouve, en termes de C'est badass portée. en vrai. Ouais, non, mais carrément. C'est clair. Ça donnerait presque envie de voir la série Netflix. du coup. Et oui, il est encore présent bien dans la pop culture, Marco Ouais. Polo. Sachez d'ailleurs aussi que comme moi, si vous avez déjà touché, ne serait-ce qu'un peu à Age of Empire, par exemple. hein, Il y a l'un- une campagne Marco Polo. Non, mais l'un des codes triches, c'est Marco Ah. pour révéler la carte en brouillard de guerre et Polo pour la réveiller complètement. Mmh. Ah, l'astuce. D'ailleurs, t'as fait une chronique aussi sur Age of Empire. Ah, que ce n'as-tu ne pas sont fait pas des pubs. Sorte de placement de produit là. Moi, j'en profite pour faire des pubs. On est sponsorisé par Raphaël aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu et partagez. Voilà, comme je savais pas trop quoi faire, je me suis dit revenir au moins évoquer ce personnage qui a quand même eu un impact psychologique sur les Européens qui est non négligeable quand même. Parce qu'après ça c'est un peu la question aussi, c'est quel impact a eu Marco Polo sur ensuite les explorateurs comme Vespucci, comme Colomb ou comme Henri du Portugal. Voilà, est-ce que c'est pas en lisant les aventures d'un Marco Polo qu'on se met pas à regarder vers la mer en se disant est-ce que c'est pas possible? D'autant plus qu'à l'époque de Marco Polo, t'as pas encore l'Amérique. Donc du coup, il y a aussi notre monde à Frontières sont découvrir. réduites, sont C'est réduites, ça, il y a tellement de aussi, choses quoi. encore qui n'ont pas été révélées, quoi. Ouais. C'est clair. Bah, merci en tout cas, Franck, pour ton intervention sur Marco Polo. Parce que moi, tu dis que t'as survolé, mais Ouais, j'avoue. probable. Oui, non, Voilà, c'était pour, très très pour 24 années de vie là-bas, mais en vrai, moi j'ai appris plein de trucs quand même, et c'était Pareil. grave ouf. Ça donne envie d'aller approfondir soi-même, d'aller faire des recherches derrière, d'aller regarder la série Netflix, de faire plein de choses. Donc je sais pas si vous voulez rebondir un peu sur Marco Polo ou pas. Le pauvre, on peut pas lui rebondir dessus comme ça. Parce que sinon, Vous lui faire mal, là. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.